Bonjour et bienvenue et bonne année déjà à tous et à toutes. Bonne année 2025. Pour ce webinaire, je vais parler de leadership personnel parce que c'est une thématique que j'aime bien travailler en ce moment et le lien avec le coaching. En quoi le lien entre se former comme coach ou apprendre des outils de coaching, etc., va pouvoir permettre de développer son leadership personnel. On va quand même beaucoup parler de leadership personnel, mais je ferai des liens. D'autant plus que voilà, c'est en lien aussi avec la formation de coach qu'on propose avec 2 cursus par an. Le prochain cursus, c'est le 15 février, donc c'est une formation qui est agréée ICF. Et je suis moi-même aussi agréé ICF. Voilà. Merci d'être présent, merci de votre participation. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire en fait la définition du leadership personnel. Voilà. Alors, le leadership personnel est la capacité de se guider soi-même avec clarté, responsabilité et aligné sur ses valeurs pour inspirer et impacter positivement son environnement. Donc pour moi, j'entends 3 mots que j'ai repris en dessous. Autonomie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne qui est capable de décider elle-même. Là, j'aime bien cette notion de libre arbitre, de décider. L'arbitre, c'est quoi? Il décide si la balle est bonne ou si la balle est mauvaise. Eh bien, si je considère que la balle est bonne, eh bien, j'y vais. Si je considère que c'est pas la bonne balle, eh bien, je vais agir aussi en conséquence. Une capacité vraiment d'utiliser ce pouvoir énorme que nous avons et qui est notre libre arbitre. Clarté, responsabilité alignée sur ses valeurs, c'est-à-dire il y a une partie connaissance de soi qui est importante. Plus une personne va être consciente d'elle-même, consciente de son impact avec les autres, etc., plus elle va pouvoir augmenter son leadership. Et puis, inspirer et impacter positivement son environnement, cette influence positive, en fait, je pense que c'est important de, en tant que leader, de considérer l'autre comme une personne essentielle et j'aime bien poser la question des fois à des personnes que j'accompagne, c'est quand tu vois une personne dans la rue, comment tu la vois? Est-ce que c'est juste une personne lambda, tu la regardes même pas, tu t'en fous, ou est-ce que tu la vois comme une personne, un être humain, etc., etc. Et je pense que le propre du leader, vraiment, c'est déjà de considérer toutes les personnes comme des véritables êtres humains. C'est-à-dire être conscient que ce sont des êtres humains comme lui, qui a une conscience, qui a des êtres à différents niveaux, des êtres qui s'épanouissent, qui souffrent, peu importe. Mais en tout cas, chaque personne autour de soi est un être humain et c'est là aussi que la force du collectif est importante. Donc cette influence positive pour développer le collectif parce qu'ensemble, on va plus loin, même si tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin et on va pouvoir vraiment construire quelque chose de durable. Donc, je pense que c'est des éléments essentiels dans la définition du leadership personnel. Alors, si on va un peu plus en détail, on pourrait déjà avoir, donc, comme je disais, être conscient de soi. Donc, être conscient de soi, ça veut dire que pour bien se gérer, pour bien décider, pour bien adopter la bonne réponse, eh bien, il faut d'abord savoir s'observer. Donc la première chose à faire, c'est savoir s'observer. Et en neurosciences, on sait qu'on a un cerveau automatique et un cerveau adaptatif. Eh bien, quand on commence à s'observer soi, eh bien, on commence à activer le cerveau adaptatif. C'est-à-dire qu'en automatique, on est dans la routine, on passe d'une chose à une autre sans réfléchir, etc. Alors que quand on commence à prendre ce recul par rapport à n'importe quelle situation, par rapport à ce qui se passe, etc., eh bien, on va commencer à basculer dans ce mode mental adaptatif. Et donc, on va pouvoir développer cette conscience plus fine pour vraiment mieux comprendre qu'est-ce qui fait qu'on réagit comme ça et du coup apporter les corrections nécessaires, etc. Avec l'intention, on va en parler de l'intention et la confiance, c'est-à-dire que voilà, c'est toujours pareil, je suis capable de me guider, je suis capable de décider, j'ai confiance que je suis capable de prendre les bonnes décisions ou pas. On verra. Mais en tout cas, quelque part, je serai toujours capable de m'adapter. Donc, dans cette gestion de soi, il y a une posture essentielle, c'est la posture de l'observateur. Et là, on peut faire un lien avec la notion quantique, hein. Vous savez qu'il y avait l'expérience des 2 fentes, où on s'est aperçu que quand on commence à observer ce qui se passe, on a un résultat différent. Il y a pas mal de philosophies ou de théories comme ça qui font dire qu'en fait, l'observateur a une réelle influence sur le résultat qu'il va obtenir.
Donc, à ce moment-là, cette posture de l'observateur, c'est, j'ai envie de dire, la posture à travailler, la posture à automatiser chez nous de manière à être capable vraiment d'être présent. Cette présence à ce qui est, cette présence qui va nous permettre de capter un maximum d'informations. Je pourrais faire l'opposition avec le cerveau automatique. Si vous voulez, je prends une bouteille d'eau. OK, si je veux boire à cette bouteille et que je suis en mode automatique, je l'ouvre. Hmm. Ouais, je la referme, c'est tout. Là, je suis en mode automatique, je n'ai même pas du tout essayé de capter quoi que ce soit. Alors que si je me mets vraiment dans cette posture d'observateur, d'abord, je sens la pression du bouchon, et puis je vais amener la bouteille sur mes lèvres, et je suis curieux de cette eau qui descend, de la sensation que je vais même sentir jusque dans la gorge, je referme la bouteille, et là, je suis vraiment présent. Et donc, je vais capter un maximum d'informations que je capte pas du tout quand je suis en mode purement automatique et dans la routine. Donc, cette présence, pardon, est importante, j'avais allé un peu de travers pour éviter d'être dans cette routine de l'automatique. Et c'est aussi une présence à soi à travers trois éléments, hein, trois éléments qu'on a regroupés avec Sami Khalel dans un outil qu'on appelle la map, c'est-à-dire la pensée. Qu'est-ce que je suis en train de penser là maintenant? À quoi je suis en train de penser maintenant? Dans quelle émotion je suis maintenant? Et aussi, comment est mon ressenti corporel ici et maintenant? Donc ça, c'est la présence à soi. Après, la présence à l'autre, juste je vous demandais peut-être de couper le micro pour éviter les petits bruits de fond. Merci. Donc après, la présence à l'autre, c'est aussi, oui, voilà, être capable de ressentir ce qui se passe chez l'autre, d'être à l'écoute, de peut-être aussi, peut-être par moment de mettre des limites, hein, mais tout en expliquant, tout en étant présent. Du coup, cette présence à l'autre, c'est vraiment au moment où je suis avec cette autre personne, je suis vraiment avec elle. C'est-à-dire que j'aime bien si on dit bonjour à une personne, est-ce que je dis ah oui, bonjour, et puis je regarde ailleurs, ou est-ce que je suis vraiment avec la personne en disant bonjour, en la regardant dans les yeux, en étant vraiment avec elle. Donc cette présence à l'autre est importante. Et ça, c'est des éléments essentiels dans le leadership, de sentir que la personne est vraiment avec l'autre. Après, cette posture d'observateur, c'est aussi en lien avec la curiosité. La curiosité, c'est être curieux justement d'aller chercher les détails qu'on verrait pas en mode automatique. On a un maximum d'informations qui arrivent, on en a la plupart qu'on va capter, mais d'une manière totalement inconsciente. À partir du moment où on va activer cette curiosité, on va pouvoir aller chercher des détails plus intéressants. Et cette curiosité a vraiment un effet totalement incroyable. Si vous vous amusez, par exemple, à vous imaginer comme un martien qui arriverait sur Terre et qui va découvrir chaque chose comme s'il avait jamais vu et qui doit tout comprendre pour essayer de ramener ça à l'autre et qu'il est parfaitement, par exemple, même avec ce stylo, essayer de regarder ce stylo, combien il pèse, comment ça fonctionne, tiens, j'appuie là, qu'est-ce que ça fait, redécouvrir les choses, vous allez vous apercevoir qu'au bout de 20 minutes, vous allez être complètement dans un autre état de conscience. Vous allez vraiment activer à fond cette posture d'observateur et sentir des choses magiques, j'ai envie de dire, que vous ne sentiriez pas dans le mode automatique. Donc, être curieux, cette curiosité va permettre de développer une conscience nouvelle, j'ai envie de dire. Et l'autre chose qui est essentielle aussi, c'est l'acceptation, accepter ce qui est tel que c'est. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va être dans cette posture d'observateur, on considère que les choses sont telles qu'elles sont. Et on va pas essayer de les modifier. Alors, elles ne sont pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Parce que ça, c'est plutôt l'automatique et tout, avec tous ces conditionnements qui préféraient que ce soit comme ça. Cette posture de l'observateur, c'est je suis présent, je suis curieux de ce qui se passe et j'accepte tout ce qui se passe tel que ça se passe. Et donc, à ce moment-là, je vais vraiment pouvoir capter toutes ces informations de la manière la plus pure, la plus lucide, la plus objective, de manière justement à pouvoir ensuite prendre les décisions qu'il faudra. Donc, cette gestion de soi, cette posture d'observateur, cette capacité à s'observer, c'est essentiel. C'est le point de départ, j'ai envie de dire, pour développer toutes les autres compétences qui vont nous permettre d'augmenter notre leadership. Ça, c'est des choses qu'on voit, bien entendu, dans la formation de coach. On les voit dès le deuxième module pour justement pouvoir travailler ça pendant toute la formation. Après, en allant un peu plus loin, bah voilà, il y a la maîtrise du stress, hein. Là, on a fondé cette formation sur les neurosciences avec le modèle de Jacques Fradin. Jacques Fradin qui nous explique en fait que le stress est un signal d'alarme, c'est-à-dire qu'ici, on a un cerveau automatique
qui aime bien gérer les trucs avec ses besoins, ses manques, il faut, je dois, ça doit être comme ça peut pas être autrement, etc., etc. Et donc, c'est très bien parce que c'est notre parfait serviteur. Il va nous permettre de faire plein de choses de manière automatique sans devoir du tout dépenser de temps ou d'énergie. Ça se fait tout seul. Mais il y a des moments où il va avoir une interprétation par rapport à une situation qui est inadaptée. Et cette interprétation, ça sera surtout qu'il sera dans un mode défensif. Il va essayer de préserver, de maintenir quelque chose, de revenir à quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il soit. Donc, il n'est pas en train d'accepter ce qui est tel qu'il est. Au contraire, il est en train de vouloir autre chose que ce qui est. Et à partir de ce moment-là, cette interprétation est inadaptée parce qu'on n'est pas dans une posture constructive pour aller résoudre la situation. On est plutôt en train de se recroqueviller sur nous-mêmes pour vouloir gérer à tout prix. Et donc, à ce moment-là, l'adaptatif, qui lui, c'est un peu la petite voix de l'intuition, il n'a qu'une solution pour nous prévenir, c'est d'envoyer un signal à notre cerveau reptilien, que j'appelle aussi l'instinctif, qui lui va gérer les trois stratégies de survie, de fuite, lutte et inhibition, et on retrouve nos trois types de stress ici. Et le stress, comment il va se manifester? Eh bien, il va se manifester de manière corporelle. Un stress de fuite, c'est pas du tout la même chose qu'un stress de lutte, et pas du tout la même chose qu'un stress d'inhibition, j'ai plus de force. Donc en fait, notre corps nous donne toute l'information et à partir du moment justement où on est capable de s'observer, ce qu'on voyait dans le slide précédent, eh bien, à ce moment-là, on va être capable de s'apercevoir qu'on est parti dans le stress et que justement, bah, c'est peut-être le moment d'apporter la correction qu'il faut. En tout cas, on est à l'écoute du corps, on s'aperçoit que tout d'un coup, on se retracte, il y a une boule dans la gorge, il y a la respiration qui est plus courte, il y a le cœur qui se met à battre, on va avoir chaud, etc. Enfin, il y a tout un tas de signaux corporels qui nous indiquent que nous sommes en stress. Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a un axiome, c'est maîtriser la pensée égale maîtriser le stress. Donc, on va remplacer la pensée. On va remplacer la pensée ou on va bypasser cette pensée qui était inadaptée et on va tâcher de remplacer, de mettre une pensée qui soit beaucoup plus constructive. Moi, j'aime bien dire aux personnes que j'accompagne, trouvez une petite pensée, un petit mantra qui est vraiment vrai pour vous et que vous allez pouvoir vous dire à chaque fois que vous êtes dans une situation un peu difficile. Et comme ça, vous allez pouvoir remplacer cette pensée inadaptée par une pensée qui est positive, qui vous donne de l'énergie, qui est dynamique et qui va vous permettre de repartir dans une dynamique constructive. Donc, la maîtrise du stress, c'est beaucoup la maîtrise de la pensée. Et toujours en lien avec le slide précédent, à partir du moment où on sait s'observer, bien, on sait observer la nature de notre pensée, on sait observer notre corps. Bon, ok, je sens que ça commence à se raidir. Je regarde ma pensée, bah oui, je suis dans une pensée défensive. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Bah, je vais changer cette pensée pour sortir du stress et du coup retrouver une lucidité, une objectivité enfin, optimale pour bien gérer cette situation. Donc, cette maîtrise de stress, et ça fait partie de la gestion de soi, c'est essentiel pour justement pour pouvoir appliquer son leadership sans être déstabilisé dès qu'on se retrouve par rapport à une situation difficile. Une autre partie aussi de la gestion de soi qui est aussi importante, c'est la maîtrise des émotions. Et là, en fait, l'émotion, c'est quoi? Alors, le stress, c'est vraiment la pensée inadaptée. Alors, l'émotion, le stress, enfin, la pensée inadaptée peut aussi déclencher une émotion, mais des fois, on a une émotion qui va arriver sans qu'il y ait vraiment de pensée. Donc, d'où ça vient? C'est qu'à un moment, on a vécu un choc, un choc, ce qu'on appelle un trauma dans notre enfance, ou à un autre moment. Donc, ce trauma, normalement, je sais pas, un enfant qui a un choc, ou même si vous cognez, par exemple, le bras, qu'est-ce que vous faites? Vous allez frotter le bras de manière à ce que voilà, le choc que vous avez reçu, ben, vous puissiez le disperser, donc vous n'aurez pas ce bleu ou cet impact. Eh bien, c'est pareil pour un enfant, il reçoit un choc, normalement, il doit pouvoir pleurer, il doit pouvoir être en colère, etc., pour libérer l'énergie de l'émotion. Mais s'il ne le fait pas, eh bien, à ce moment-là, ce choc va rester quelque part intégré dans les cellules et va devenir un traumatisme. Et d'ailleurs, émotion, emotion, on pourrait dire que c'est de l'énergie en mouvement. Et donc, quand on voit qu'il y a une émotion qui est en train de se déclarer et que le simple remplacement de la pensée ne suffit pas, on n'est plus dans le stress, on est dans l'émotion, la première chose à faire, c'est d'accueillir cette émotion. Et accueillir l'émotion, c'est pas évident parce que l'émotion, c'est un peu tabou. Euh, Maman, pourquoi tu es triste? Non, non, mon chéri, non, tout va bien, je suis pas triste.
Ah, tiens, je croyais que c'était ça la tristesse, du coup, je comprends plus rien, la tristesse. Donc il y a quelque chose qui est un peu tabou. On veut protéger l'enfant et du coup, on lui dit pas ce qui se passe réellement. Du coup, l'enfant, il comprend plus rien et on se transmet ça de génération en génération. Donc attention, les émotions, c'est dangereux, on sait pas où ça va s'arrêter, et cetera. En fait, c'est au contraire, c'est quand on vit cette émotion, eh bien, il faut être capable de se laisser envahir par cette émotion. Alors, c'est plus facile à faire quand vous êtes accompagné, bien entendu, mais à la base, l'émotion, il faut au contraire la laisser s'exprimer, l'accueillir, la laisser s'exprimer, la ressentir dans le corps entier, de ressentir toute cette énergie qui s'est mise en mouvement et la laisser s'exprimer. Et le fait de laisser cette émotion s'exprimer, eh bien, au bout d'un moment, on va s'apercevoir que petit à petit, ces mouvements émotionnels dans le corps vont s'estomper petit à petit. En fait, c'est quoi? C'est simplement ces charges émotionnelles négatives qui se sont installées à l'époque où il y a eu ce trauma. Et comme on n'a pas pu les libérer à ce moment-là, on n'a pas pu pleurer, on n'a pas pu être en colère, on n'a pas pu se libérer de cette énergie à ce moment-là, c'est devenu un traumatisme, eh bien, au contraire, on va laisser cette émotion s'exprimer et on va la laisser s'exprimer jusqu'à ce qu'elle dise ce qu'elle a à dire et qu'elle disparaisse. On retrouve ça dans les méthodes Tipeee, NERTI, libération des cuirasses, etc. C'est juste des noms commerciaux pour une technique qui est tout simple, c'est que effectivement, on a une émotion, il faut laisser cette émotion s'exprimer. C'est pas évident. C'est pas évident, il faut aller un peu comme dans l'alchimie, il faut aller dans la grotte, là, il faut aller dans le fumier, il faut aller vivre ces moments difficiles, mais en fait, en même temps, c'est ce qui va nous permettre de nous en débarrasser, d'aller chercher l'or dans ce processus. Donc, procéder de cette manière, ça va vraiment nous permettre une libération définitive des émotions. Et donc, c'est pareil au niveau du leader, le leadership, eh bien, à partir du moment où on est capable de rester toujours dans cette maîtrise de soi, cette gestion de soi, et de ne pas se laisser envahir par les émotions, ou en tout cas d'être conscient que l'émotion nous envahit et puis de la gérer, eh bien à ce moment-là, c'est OK. On est plus déstabilisé et ça va nous permettre d'être beaucoup plus solide, j'ai envie de dire, par rapport à n'importe quel type de situation. C'est OK jusqu'à présent? Vous avez peut-être des questions? Non? Pas de questions? Alors, on continue. Donc, on a vu cette gestion de soi. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, j'aime bien cette notion d'intention. L'intention représente l'énergie initiale derrière une action, qu'elle soit tangible ou intérieure, consciente ou inconsciente. Alors, c'est une définition un peu peut-être particulière. C'est pas juste j'ai l'intention d'aller acheter du pain ou comme on pourrait le penser. Non, c'est que j'ai envie de dire, on a des pensées, on a aussi des émotions, on a des ressentis, etc. Et en fait, quelque part, c'est ce mélange de tout ça, on pourrait dire que c'est un peu ce qui va déclencher le résultat derrière. Parce que ça va être un peu cette énergie initiale qui est derrière l'action va déclencher certains types de décisions, certains types d'actions, etc. Et donc va amener un résultat. Et donc, c'est intéressant de se poser la question, et ça c'est beaucoup dans le livre Transurfing que j'ai eu le plaisir de traduire et de représenter pendant plusieurs années. Le résultat, notre vie n'est que le résultat de toutes les intentions qu'on a mises jusqu'à présent. Donc, c'est-à-dire que par rapport à ces intentions, on a pris des décisions, on a fait des actions, etc., etc. Quelles étaient nos intentions? Si nos intentions étaient de se défendre, etc., il y a des fortes probabilités que, en fait, on se retrouve malgré nous dans un monde où il faut se défendre de plus en plus. C'est là aussi qu'on peut faire le lien avec cette loi d'attraction. En fonction de mon état intérieur, qu'est-ce que je vais créer dans ma réalité? Moi, j'aime bien prendre une comparaison toute bête, c'est que bah, si je suis un peu une personne un peu voilà maussade qui fait la gueule, j'ai envie de dire, je suis dans mon coin, bah, il y a peu de chances pour que j'ai des gens qui aient envie de venir me voir. Donc, je crée ma réalité par rapport à mon état ici. Donc, par contre, si je suis quelqu'un au contraire beaucoup plus enthousiaste, etc., etc., je vais être beaucoup plus en relation avec les autres. Donc, c'est cette intention à la base. Est-ce que je suis plutôt maussade parce que dans mon intention, je n'ai pas envie de m'exposer, de prendre de risques, d'être critiqué, etc. Ou est-ce qu'au contraire, je suis libre de tout ça et je vais vers l'autre parce que j'ai envie de vivre des belles relations. Donc, cette intention va créer le résultat. Donc, j'aime bien cette phrase de Vadim Zeland.
Vous voulez savoir quelle est votre intention, regardez quel est le résultat. Quelle est votre réalité? Votre réalité n'est que la somme de toutes les intentions que vous avez mises jusqu'à présent. Et c'est vrai que c'est conscient ou inconscient. La plupart du temps, c'est même inconscient. On va avoir des résultats. J'ai beau essayer de faire tout ce que je peux, j'y arrive pas. Pourtant, je fais tout ce que je peux, mais non, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui va encore être un peu dans une forme de résistance et qui va faire que j'arrive pas vraiment à développer à obtenir le résultat que je voudrais avoir. Donc, en fait, cette intention, il y a 2 choses, hein. C'est soit on est plutôt dans la résistance, donc c'est-à-dire qu'il y a des peurs, il y a des stress, on est vraiment, dans une idée de se maintenir, de maintenir ce qui est, de protéger ce qui est. On ne veut pas modifier quoi que ce soit, donc on préfère être beaucoup dans le contrôle. Et l'autre intention, c'est au contraire une intention constructive. Là, on est dans la confiance, on est dans le plaisir, on est capable de prendre ce recul, d'observer, d'aller explorer, d'accepter, de faire confiance. Et du coup, de créer une réalité qui soit beaucoup plus en rapport avec ça. Donc, si on devait un peu résumer, j'ai envie de dire, quelle serait l'intention du leader, hein, le leadership personnel, c'est quoi quand on est là-dedans, notre intention? C'est de construire un résultat positif et durable pour moi et pour les autres. Toujours cette notion de moi et pour les autres. À partir du moment où mon intention, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté que je suis en train de vivre, quelles que soient même les horreurs peut-être, je sais pas, peu importe, à partir du moment où je suis toujours en train de vouloir construire un résultat positif et durable, aussi bien pour moi que pour mon environnement, mon entourage, à ce moment-là, je suis dans une posture de leadership. Parce que je suis vraiment dans cette construction de vouloir apporter quelque chose, de vouloir contribuer à quelque chose, peu importe la situation, mais d'amener vers le mieux, d'aller vers le mieux tout le temps. Donc, c'est intéressant de se poser la question, quelle est ma véritable intention là-dedans? Est-ce que je suis plutôt défensif, plutôt constructif? Est-ce que je suis vraiment en train de vouloir apporter ce résultat positif et durable, aussi bien pour moi que pour les autres? Et là, vous êtes vraiment dans une posture de leader. Donc, une fois qu'on a vu cette intention, on peut aussi se poser la question des valeurs. Donc, il y a 2 axiomes. C'est des axiomes, c'est-à-dire, le 1er axiome, c'est que les valeurs façonnent les décisions. Forcément, je vais prendre des décisions en fonction de mes valeurs et les décisions façonnent le futur. Hein, c'est un peu pareil, hein, on pourrait faire un lien avec l'intention. J'ai des valeurs qui vont créer une forme d'intention par rapport à la décision que je dois prendre. Et pareil, ben, cette décision va avoir un impact sur le futur et sur ma vie. Donc, ça veut dire que à la base, les choix que nous faisons découlent de nos valeurs fondamentales. Elles vont déterminer donc la direction de notre vie et de nos actions. Donc c'est pour ça que on va en reparler un peu après, mais les valeurs, quand on veut vraiment libérer, développer ce leadership, c'est des valeurs qui vont toujours aller vers l'autre, vers le constructif, etc. Et pour être encore plus impactant d'un point de vue leadership, j'aime bien parler d'authenticité. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on est authentique avec soi, eh bien l'authenticité est la source de toute valeur durable. Si je suis authentique, c'est OK. Peu importe, l'authenticité, c'est vraiment ce qui va me permettre d'être toujours en accord avec moi. Si je commence à ne plus être authentique, si je commence à mentir, on pourrait dire, bah, du coup, c'est embêtant parce qu'il faut moi, j'aime pas, j'ai aucune envie d'aller mentir parce que c'est pas évident de s'en rappeler. Après, ça va mettre des pressions, ça va être du stress et tout. On n'est plus du tout dans une posture constructive et préfrontale dans l'acceptation de ce qu'il y a à partir du moment où on va vouloir mentir. Au contraire, on est dans une posture défensive, alors qu'à partir du moment où on est authentique, peu importe, c'est la source de toute valeur durable. Et le coach est authentique. J'aime bien dire que le coach, il est bienveillant avec la personne, par contre, il est impitoyable avec le problème. Donc, quand il voit quelque chose, il le dit. Il le dit, il met la forme, bien sûr, il sait protéger, en tout cas, il sait amener les choses, mais il le dit. Et ça me rappelle un petit épisode quand quand mes enfants étaient jeunes, hein, donc genre 10, 12 ans, et j'avais un ami aussi qui avait un garçon comme ça qui venait chez nous, on était parti habiter en Touraine. Et il venait passer des week-ends comme ça avec sa femme et son fils.
Nous, on était ravis de les voir, sauf que mes enfants, à chaque fois, c'était ça va pas, ça va pas. Et il est, je vais pas dire son prénom, hein, mais il est infernal, il nous abîme nos jouets, c'est pas facile, etc., etc. Donc, je l'ai dit, j'ai dit à ses amis, j'ai dit, écoutez, voilà, on a un problème, on est ravis de vous voir, mais a priori, il y a vraiment un problème avec les enfants. Donc, je sais pas si on va peut-être pas attendre un petit moment avant que vous reveniez. Et sur le moment, ça a été ouais, ouais, tu sais quoi, là, là, là. Donc ils n'étaient pas contents. Forcément, c'est pas évident de dire ça, hein. Voilà, vous avez un enfant, c'est une peste, donc on préfère pas vous voir pour l'instant. Forcément, c'est pas évident de le dire, mais en même temps, je l'ai dit, j'étais authentique. Et peu de temps après, ses amis m'ont rappelé et ils m'ont dit, tu sais, Olivier, merci, merci et merci, parce que on s'est aperçu qu'en fait, notre fils était un hyper doué, avec un quotient intellectuel monstrueux. Je crois qu'il a passé son bac à 15 ans, à 22 ans, il avait déjà bac plus 5 et tout. Enfin, il était parti. Du coup, ils ont pu prendre conscience qu'il se passait quelque chose chez leur fils et ils ont pu adapter du coup l'enseignement et il a fait des études merveilleuses en très peu de temps. Et voilà. Et du coup, il est parti dans la vie avec beaucoup plus de facilité que si j'avais rien dit quelque part. Peut-être qu'il s'en serait aperçu un peu plus tard, mais voilà. Et donc, cette authenticité va vraiment permettre aussi de faire avancer l'autre. Ça, à partir du moment où je suis authentique avec moi, à partir du moment où je suis authentique avec l'autre, eh bien, je vais faire des constats. Bien sûr, c'est pas moi j'ai pas la vérité. D'ailleurs, j'aime bien cette phrase aussi dans Transurfing, c'est que tout le monde a raison et personne n'a raison. On a tous nos croyances et on est persuadé d'avoir raison, mais en même temps, plein de personnes peuvent avoir plein de croyances différentes. Donc, à partir du moment où on accepte que tout le monde a raison et personne n'a raison, ben, on peut se parler tranquillement. À partir du moment où on commence à dire qu'on a raison et que les autres ont tort, eh bien, c'est le début des embrouilles. Donc, cette authenticité, c'est aussi un peu ça. J'ai raison, mais tu as raison, mais donc je vais m'expliquer, je vais m'exprimer. Je cherche pas à te l'imposer, mais par contre, je m'exprime avec mon authenticité, puis on va grandir ensemble autour de ça. D'accord. Et donc là, on retrouve aussi, vous voyez, il y a ce mot éthique, déontologie, etc. Pourquoi j'ai voulu absolument que cette formation soit accréditée par ICF, c'est parce que ICF a mis au point justement la posture, la définition de la déontologie, de l'éthique du coaching, etc. Et c'est essentiel, surtout en ce moment, vu le nombre de personnes qui se présentent coach. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes mauvaises, mais il y en a beaucoup. À partir du moment où on a vraiment cette éthique, cette conscience du rôle du coach et de cette importance de rester vraiment soi, authentique et d'être vraiment dans cet accompagnement, à ce moment-là, on va pouvoir être en interaction durable, constructive avec les autres. Donc, l'authenticité, la source de toute valeur durable. Alors, on a parlé de valeurs. Maintenant, si on allait un peu plus loin dans ce que j'appelle les valeurs du leadership, les valeurs du leadership personnel, voilà, je suis allé chercher les 6 valeurs qui me semblent, moi, pour moi, les plus importantes. Et on retrouve vraiment cette histoire de coach, hein, de coach, l'intégrité. Donc, être honnête et transparent dans ses actions et ses décisions, mais dans une relation de coaching, on est dans une forme d'intégrité avec la personne. On est honnête, on va partager ce qu'il faut partager, on va aller euh, euh, questionner là où il faut questionner, on peut aller peut-être bousculer, en tout cas, voilà, poser des questions qui vont faire bouger la personne, mais cette intégrité aussi, cette honnêteté, cette transparence. C'est aussi ce qui va guider le coach. Responsable aussi parce qu'on va assumer les conséquences de ses actions et décisions sans chercher à blâmer les autres. Et ça, cette notion de responsabilité, on va revenir dessus tout à l'heure, mais c'est l'habilité d'apporter la bonne réponse, responsibility si on le disait en anglais. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réaction, mais on va au contraire être dans le désir d'apporter une réponse qui soit vraiment adaptée tout en sachant que voilà, il y a des bonnes décisions, il y a aussi des décisions qui vont être moins bonnes. Donc on peut prendre la meilleure décision sur le moment et accepter en même temps qu'il n'y a pas de meilleure décision. Il n'y a que la bonne décision qu'on va prendre à un moment donné et puis on va bien voir comment ça évolue. Parce que
nul ne peut prévoir l'avenir et donc bah, peut-être qu'il faudra prendre une autre décision, peut-être qu'il faudra considérer effectivement qu'on s'est trompé. Et ça fait vraiment aussi partie du leadership, une personne qui a cette humilité d'accepter qu'elle peut se tromper, qu'elle est vulnérable. C'est même, on va amener, ça va ramener même du charisme à la personne. Je suis responsable de ce que je fais très bien, mais aussi de ce que je fais beaucoup moins bien. Et donc, j'assume les conséquences. Et je vais pas, si j'étais un leader dans une entreprise, je ne vais pas aller remettre ça sur mon équipe. J'assume vraiment ma responsabilité par rapport à ce qui s'est passé. Engagement, résilience, parce que même si on met la plus belle intention du monde, etc., il y a toujours un délai dans la réalisation. Si vous mettez l'intention de maigrir, de perdre allez, 5 kilos pour atteindre votre poids de forme, eh bien, entre le moment où vous avez décidé de le faire et le moment où vous allez vraiment les perdre, il va y avoir peut-être 2 mois, 3 mois, peut-être plus. Donc, c'est cet engagement qui va être important de maintenir cette motivation et son énergie face aux épreuves, face aux tentations, face aux facilités qu'on pourrait vivre, etc. Donc, au contraire, d'être toujours dans cette cohérence avec soi, dans cette authenticité avec soi, c'est là aussi que l'authenticité va m'aider à rester bien conscient de ce qui se passe, conscient de mes envies, peut-être de partir ailleurs, mais non, bah allez, en même temps, je me suis engagé. Donc j'y vais, j'avance. Et donc, c'est ce qui va me permettre d'aller jusqu'au bout, d'avancer dans un projet et de l'amener jusqu'au bout, hein, de ne pas démissionner au bout de quelques temps parce que c'est un peu difficile, parce que, etc. Donc non, cet engagement, cette résilience, ça fait vraiment partie du leadership personnel. L'adaptabilité, on va parler de ça un peu plus tard, c'est faire preuve de flexibilité face au changement. Et surtout, vous voyez, rester constructif dans toute situation. C'est-à-dire que les choses sont comme elles sont. Elles sont peut-être pas tout à fait comme j'avais prévu qu'elles seraient, mais quoi qu'il arrive, c'est OK. Acceptation, exploration, curiosité, hein, les mots qu'on a déjà vus tout à l'heure. Et du coup, par rapport à ça, quelle est l'intention que je vais mettre? Et mon intention doit rester constructive. Et donc, c'est à ce moment-là que je vais vraiment optimiser ma capacité d'adaptabilité, comme on va le voir tout à l'heure dans le processus réel, qui vraiment regroupe 16 compétences qui nous permettent justement de développer notre adaptabilité à travers toutes les situations qu'on peut vivre. La communication, bien sûr, savoir interagir avec les autres, écouter et transmettre des idées de manière claire, inclusive et inspirante. Donc l'écoute, la qualité d'écoute, ça revient à la présence dont je parlais tout à l'heure. La qualité d'écoute, la qualité aussi de savoir poser les bonnes questions, c'est ça, cette interaction. Et là, dans la formation de coach, on insiste énormément dessus, sur la pratique, parce que pour développer notre qualité de questionnement, notre qualité de présence et notre fluidité à poser des questions et à faire avancer la personne en face, eh bien, il faut pratiquer, 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 pratiquer. Et donc, à ce moment-là, on va vraiment pouvoir être un interlocuteur qui va faire grandir l'autre. Alors, transmettre ses idées de manière claire et inclusive et inspirante, dans le coaching, on n'est pas conseil, d'accord? Donc, le leadership, le leader, lui, peut être conseil, il peut transmettre des idées. Dans le coaching, à la base, on n'est pas conseil, donc on ne va pas nous dire, donner de solutions à la personne ou transmettre des idées, sauf qu'on peut suggérer. Et puis, j'ai envie d'aller plus loin, c'est que justement, quand on s'est posé les questions, eh bien, on peut amener l'autre à faire ses propres déductions simplement en lui posant des questions et en lui faire comprendre là où on a envie de l'amener, mais simplement en posant des questions. Quand on maîtrise l'art du questionnement, l'art de la maïotique, en fait, on peut manipuler les personnes, hein. Donc, maintenant, quelle est l'intention quand on va manipuler? Est-ce que mon intention, elle est défensive, c'est-à-dire que j'ai envie d'utiliser la personne à mon avantage? Ou est-ce qu'elle est plutôt constructive, c'est-à-dire je manipule la personne pour l'amener vers quelque chose de plus grand chez elle? Donc, à partir du moment où on est dans cette intention constructive, eh bien, on va pouvoir aussi faire passer des idées à travers le questionnement. Et manipulare, c'est ça, hein, c'est pousser avec la main, pousser la personne vers à quoi on veut l'amener, c'est-à-dire son autonomie, grandir, son épanouissement, atteindre ses objectifs, etc., etc. Donc cet aspect communication est essentiel. Et là, ça nécessite beaucoup de pratique et c'est vraiment ce qu'on va aller développer dans cette formation. C'est pour ça qu'on insiste énormément sur la pratique. Et la proactivité, c'est quoi la proactivité? C'est que je suis toujours présent à ce qui se passe, du coup, je vais pouvoir
comprendre qu'à un moment ou un autre, il pourrait y avoir quelque chose qui va pas bien se passer. Et en fait, on pourrait parler aussi de responsabilité, hein. Je suis responsable quelque part d'anticiper ces problèmes, enfin de faire quelque chose à partir du moment où je détecte qu'il pourrait y avoir un problème. Mais il n'y a pas qu'un problème, je suis aussi capable de faire quelque chose à partir du moment où je détecte une opportunité ou des besoins chez une personne et donc à agir de manière responsable. Manière responsable, c'est toujours pareil, constructive et qui va aider l'autre à grandir et qui va apporter une solution valable et durable pour moi aussi bien que pour l'autre. Donc voilà. Donc ces 6 valeurs me semblent intéressantes, en tout cas, à travers le coaching, mais aussi pour développer ce leadership personnel. Des, des questions, des commentaires par rapport à ça? Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. C'est Oui, Taoufik, je vous parle de Casablanca. Alors, enchanté, merci Taoufik. beaucoup pour ce webinaire, Olivier. Alors, juste pour un petit commentaire, alors parfaitement aligné avec les valeurs que tu proposes ici, je voudrais juste rajouter sur la responsabilité dans la prise de décision sur la conscience de l'impact que nos décisions vont prendre, l'effet qu'ils auront sur les personnes autour de nous, sur la société, sur l'environnement, pour revenir à la notion de RSE des compagnies. Et également, la responsabilité quand on a un client devant nous, un coaché, eh ben, c'est de la protection. On a une responsabilité de protection sur les décisions que le coaché peut prendre. Est-ce qu'elles sont les bonnes pour lui, pour son environnement? Est-ce que c'est pas néfaste, etc. Voilà. Ok, super, super, tout à fait. Merci Cool. beaucoup pour ces précisions. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci, Taoufik. Ibrahima? Bonjour à tout le monde. Ma question est la suivante, c'est-à-dire, j'ai entendu dire que dans le coaching, on ne suggère pas de solution, on ne montre pas au coaché la voie à suivre, mais par le biais du questionnement. Mais est-ce que quand il s'agit de mentorat, est-ce qu'on a la possibilité de donner des solutions? Oui, oui, absolument. Dans le mentorat, dans la consultance, dans le conseil, oui, oui. Là, on peut montrer à la personne. Le mentorat, c'est-à-dire c'est une personne qui a une expérience dans un domaine particulier et qui va pouvoir effectivement enfin, aider l'autre, le conseiller de manière à ce qu'il puisse avancer. Maintenant, on peut être mentor tout en laissant aussi le choix ultime à l'autre, hein. On peut être mentor coach, hein, ça arrive aussi, mentor coach, hein. Après, ça dépend quelque part du contrat qu'on a avec la personne, mais tout à fait. Pour la petite histoire, Ibrahima, donc tu es au Sénégal, donc on a eu le Maroc, on a le Sénégal maintenant. J'adore. Merci Merci pour ta beaucoup. question. Merci aussi. Voilà. Donc, maintenant, on a parlé des valeurs. Il y a une notion aussi. Alors là, vous savez que je travaille beaucoup avec Sami Kalel, hein. Ça fait 12 ans, 13 ans qu'on a créé tout ça ensemble, hein, tout ce qui est approche neurosensorielle. Donc, Sami, il est parti sur un cheval de bataille qui est l'inconditionnalité. L'inconditionnalité, c'est quelque chose, on va, j'ai envie de dire, on va un cran plus loin. Pour moi, l'inconditionnalité fait aussi partie du leadership. C'est quoi la définition? C'est une attitude ou un état d'esprit dans lequel une personne se comporte sans attendre de conditions ou de contrepartie externe. C'est-à-dire que si je me mets dans cette inconditionnalité, je suis ici et maintenant au présent. Je fais ce qui me semble juste à chaque instant, ce qui me semble constructif, ce qui me semble aller vers un résultat qui va satisfaire moi et mon environnement et je ne sais pas ce qui va se passer. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, par rapport à ce qui se passe en 2025, par rapport à tout ce qu'on a vu, hein, il y a quelques mois, on entendait parler de Troisième Guerre mondiale, maintenant c'est Trump qui arrive, il dit, ah, voilà. Moi, j'aime bien dire, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, l'inconditionnalité, c'est un peu accepter qu'il puisse se passer n'importe quoi et d'être curieux de voir ce qui va se passer et puis de se dire, ben, on s'adaptera. Et peu importe ce qui va se passer, je ne mets pas de conditions, je mets pas de conditions pour être heureux, par exemple. Par rapport à une situation difficile, il faudrait que j'ai ça et ça pour être heureux. Le vrai défi, c'est d'être heureux même face à la situation difficile. C'est-à-dire, cette situation difficile, c'est OK. Elle est là, c'est parfait, tout est parfait, la vie est parfaite, et donc je vais amener voilà, je vais explorer ce qui se passe, et à nouveau, je vais amener des réponses, etc. Parce que, voilà. Et donc, dans cette situation difficile, je ne suis pas impacté parce que, du coup, ça va pas, parce que j'aurais voulu ça et ça, j'avais ces conditions pour être heureux. Non. Notre plus grand défi,
j'ai envie de dire, sur la terre et d'être heureux malgré les conditions extérieures. Peu importe de garder ce sourire. Ça me fait penser à une personne qui est, on entend ça déjà des fois dans les métaphores, le balayeur tout bête qui est simplement heureux de faire son boulot et voilà, et heureux de rentrer chez lui, etc. Notre plus grand défi, c'est d'être heureux et dans cette parfaite inconditionnalité. Et là, on va toucher quelque chose d'encore plus grand au niveau de notre relation à la vie, de notre relation à la spiritualité, etc. Donc, c'est vraiment libéré de tout attachement, hein, aux résultats et aux circonstances extérieures. C'est vraiment du lâcher-prise, mais c'est pas du lâcher-prise sous forme de résignation, du style bah, il se passera ce qui se passera, et puis on verra bien, puis tant pis, etc. Non, ça là, on serait comme un peu un petit bateau de papier sur les vagues, et puis je sais pas où ça va m'emmener. Non, l'idée c'est quand même d'avoir toujours cette intention, de savoir où on a envie d'aller, de savoir ce qu'on a envie d'apporter, etc. De savoir quels sont nos talents et qu'est-ce qu'on va pouvoir, comment on va pouvoir les utiliser, dans le sens de notre mission aussi, de ce qu'on a envie d'apporter, ce qu'on a envie de contribuer. Et peu importe ce qui se passe, de rester vraiment dans cette envie, enfin dans ce mouvement, j'ai envie de dire, ce mouvement vers tout ça, et puis voilà, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Il y a pas de, il y a pas de condition à ce que je sois heureux. Et donc, quelque part, cette intention du leader, c'est quoi? C'est il arrivera ce qui arrivera. Je saurai le gérer ou je m'adapterai. Mais c'est comme ça. Je lâche prise totalement. Je mets mon intention d'avancer. Je sais où j'ai envie d'aller. Bien sûr, j'ai mon objectif parce que sans objectif, je tournerai en rond comme le petit bateau de papier. Par contre, voilà, j'avance. Il se passera ce qui se passera. On verra ce qui se passe et puis soit je saurai le gérer, soit je m'adapterai. Gérer, c'est aussi une manière de s'adapter, hein, quelque part. Alors, c'est le lien qu'on va faire avec responsabilisation, exploration, alignement et lâcher prise. REAL, REAL, c'est le fameux processus REAL, REAL en anglais, qui va nous permettre quelque part chronologiquement d'aller traverser toutes les situations. Alors, là aussi, on réfléchit, on a pas mal réfléchi avec Samy et on s'est posé la question, c'est quoi, si on voulait développer le leadership, eh bien, c'est déjà de s'apercevoir que quoi qu'il arrive dans notre vie, à chaque instant, on est tout le temps en train de capter des informations et on est tout le temps en train de prendre des décisions par rapport à ces informations. Il y a un petit truc comme là, par exemple, je viens de voir un petit moustique passer. Ok, ben voilà, donc mais je l'ai vu. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vous en parle. Donc j'ai régulé à ma manière. Il y a toujours des éléments qui vont faire que, bah, tiens, j'ai une information. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je la gère? Et on est toujours en train de capter des informations et de réguler, que ce soit pour des grosses décisions ou des micro-décisions à chaque instant de notre vie. On est tout le temps en train de s'adapter quelque part. Je capte des informations. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Et donc, développer le leadership personnel, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est améliorer notre façon de capter, c'est-à-dire être capable vraiment de capter avec de la manière la plus lucide, la plus objective, hein, comme je disais tout à l'heure, en étant présent à ce qui se passe, en acceptant ce qui est, en étant curieux de tous ces éléments, tous ces détails, et d'aller vraiment chercher toutes ces informations pour ensuite, ben, justement, euh, réguler et apprendre la décision qui est vraiment adaptée. Donc, améliorer notre façon de capter et développer notre capacité à réguler. Et plus on va être capable de faire ça veut dire quelque part, plus on est conscient de tout ce qui nous arrive et des conséquences, justement, comme disait Taoufik, de décisions qu'on va prendre, eh bien, plus on va être capable de développer ce leadership personnel et d'aller à chaque fois dans la direction qu'on souhaite, dans cette intention qu'on a envie d'aller vers quelque chose de constructif. Et si je vais un peu plus loin par rapport à ça, en fait, ce processus réel, donc c'est quatre étapes chronologiques. La première chose par rapport à toute situation, c'est de se responsabiliser. D'accord? Si je me responsabilise pas, bah, il peut se passer n'importe quoi, je m'en fous, j'ai même pas besoin d'interagir, je suis même pas là. Alors que non, si il m'arrive quelque chose, la première chose, avant ça s'appelait voir, va vers toi, le V de va vers toi. Après observe, interroge ton intention et relâche. Maintenant, avec la traduction en anglais, on l'appelait réal, parce que responsabilisation, je me responsabilise, c'est comme si je vais vers moi. Et donc, la première chose, c'est d'être capable de prendre du recul. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
En mode automatique, je suis dans mes trucs, je réfléchis pas, je suis dans ma routine, voilà, ça tourne dans je suis complètement en mode automatique. Je vais pas dire que je suis zombie, mais c'est l'automatique, c'est mon cerveau automatique qui décide et qui va prendre toutes ces décisions en fonction de tout ce que j'ai appris. Voilà, qui va synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'il en a retenu comme enseignement et qui va me guider comme ça. À partir du moment où je suis capable de prendre ce recul, du coup, je bascule, je commence à pouvoir activer le mode mental adaptatif. Et c'est la seconde compétence dans cet axe de la responsabilisation, c'est être conscient de sa subjectivité, c'est-à-dire être conscient d'être impacté ou pas par rapport à la situation. Effectivement, je m'aperçois que dans cette situation, bah j'ai la gorge nouée, je me crispe, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en stress, etc. Donc voilà, ou au contraire, je suis très bien, etc. Donc je suis conscient de ma manière de vivre la situation. La troisième, c'est se sentir partie prenante, c'est-à-dire que la responsabilisation, justement, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai laissé courir, qu'est-ce que je suis pas allé voir, qu'est-ce que j'ai laissé filer, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter de me retrouver dans cette situation. Donc en ça, j'ai ma part de responsabilité. Bien sûr, les éléments extérieurs qui sont là, les éléments du terrain sur lesquels j'ai aucune prise, mais par contre, moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire et en quoi c'est aussi la somme de mes différentes intentions qui m'a amené au résultat que je vis ici. Donc c'est ça, être conscient, se sentir partie prenante. C'est oui, si je suis là, c'est pas pour rien, c'est parce que quelque part j'y suis allé de mon plein gré ou inconsciemment, mais en tout cas, c'est moi qui y suis allé. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai compris ça, comment je peux reprendre mon pouvoir d'action, c'est-à-dire à partir de cette situation, de ce que je vis là, ben, je vais pouvoir faire quelque chose. Donc ça, c'est l'axe de la responsabilisation. Et vous voyez, cette première compétence est essentielle pour développer les autres. Mais j'ai envie de dire que cette première compétence, elle est essentielle pour développer tous les autres axes. De même qu'à chaque fois, la première compétence de chaque axe est essentielle pour développer chaque axe. Donc là, je prends du recul, ça va me permettre d'être conscient de ma subjectivité, de sentir ma part de responsabilité et de reprendre mon pouvoir d'action. Mais après, quand je vais explorer, d'abord, la première chose à faire, c'est accepter ce qui est tel que c'est et non pas comme j'aurais envie que ce soit. Et donc, à partir du moment où j'accepte ce que c'est, eh bien c'est juste un constat, c'est là, c'est comme ça. Et donc, je vais être totalement présent. On en a parlé tout à l'heure, hein, avec toutes ces sensations, les détails que je vais aller voir. Je vais aussi observer sans préjugés, c'est-à-dire que bien se connaître, c'est aussi être conscient de ses biais cognitifs, les croyances, les présuppositions, etc., etc. Donc, être conscient de tout ça pour vraiment observer sans tomber dans nos biais cognitifs. Et puis après, être curieux pour aller chercher cette information dont on a besoin. On a besoin de toute cette information. Donc, en fait, vous avez compris que la responsabilisation ici et l'exploration, là, on est dans le capté. C'est la première chose. Là, on se responsabilise pour aller chercher toutes les informations qu'il faut. Donc, on est vraiment je suis en train de capter tout ce qui se passe par rapport à la situation. Maintenant, après, on passe dans le réguler. Et l'alignement, je suis aligné avec moi, je suis aligné avec mes valeurs, je suis aligné avec mon authenticité, ce qu'on a pu voir déjà tout à l'heure. Et donc, justement, la première compétence essentielle, c'est que par rapport à la réponse que je vais apporter, je vais avoir une intention constructive. Intention constructive pour moi, pour les autres, pour mon environnement, pour l'humanité, etc. Je suis toujours dans cette intention d'apporter quelque chose de constructif et de durable. Et je vais agir avec le cœur. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'individualisme, on est dans le collectif, on est dans le lien avec l'autre. Encore une fois, plus fort, ensemble on est plus fort. Donc, agir avec le cœur, c'est aussi inclure les autres, accéder à ces ressources, les ressources personnelles, les ressources internes, les ressources externes, etc. Être capable de comprendre qu'on a toutes ces ressources qui sont là et s'engager. Dans les valeurs, on parlait d'engagement et de résilience, c'est essentiel parce que une fois que je me suis responsabilisé, je suis allé chercher l'info et j'ai pris ma décision, eh bien, il me reste plus quoi qu'à lâcher prise. C'est-à-dire que là, j'ai fait ce qu'il fallait, et je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, pareil, dans ce lâcher-prise, la première chose, c'est d'être capable d'accepter l'inconnu. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Même avec la meilleure volonté du monde, je ne saurais jamais ce qui va se passer parce que je ne suis pas devin. Et puis parce que la vie, c'est comme ça. La vie, c'est de toute manière plein d'imprévus. C'est ça qui fait sa richesse, c'est ça qui fait sa beauté. Donc j'accepte que oui, j'ai pris une décision. Est-ce que ça sera la bonne à la sortie? Je ne sais pas, mais de toutes les manières, je vais rester présent à ce qui se passe et je vais vraiment vérifier, etc. Et puis, quelque part, ben, s'il y a quelque chose qui se passe, là, cet inconnu qui arrive, eh bien, je suis conscient que je sais m'adapter puisque je vais à nouveau
prendre du recul par rapport à ce qui m'arrive, être conscient, etc., me responsabiliser, aller explorer, etc., etc., et à nouveau prendre une décision. Comme je disais tout à l'heure, on est sans arrêt en train de capter, réguler. Donc, s'il y a un inconnu qui arrive, à partir du moment où je sais qu'en procédant comme ça, je suis capable de gérer la situation, eh bien, je m'adapterai. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je saurai le gérer ou je m'adapterai. Voilà. Après, on a une autre compétence. Alors, on n'est pas tellement dans le futur, quoique elle peut avoir un gros impact sur le futur, sur notre intention, c'est libérer le passé. Se libérer des ressentiments, se libérer voilà, de toutes les frustrations qu'on a pu avoir, pardonner aussi. Donc, pour libérer totalement l'esprit et vraiment être capable d'être présent sans être pollué par le passé, et du coup, d'être dans cette présence pour avoir cette intention positive, c'est-à-dire je me suis libéré du passé, j'ai pardonné, j'ai fait ce qu'il fallait, je suis ici et maintenant. Peu importe ce qui s'est passé avant, c'est ici et maintenant que ça se passe pour aller gérer le futur. Et la dernière compétence qui est, j'ai envie de dire, la plus spirituelle, j'ai envie de dire, c'est faire confiance à la vie, c'est-à-dire être conscient que quoi qu'il arrive, la vie nous envoie toujours des événements pour nous faire grandir. Ça, moi, j'en suis persuadé. C'est-à-dire que si vous vivez des situations récurrentes, par exemple, et c'est toujours un peu le même genre de situations qui reviennent, eh bien, c'est qu'il y a des schémas récurrents chez vous, dans vos décisions, vos comportements, etc., qui vont vous amener à chaque fois ces situations récurrentes. Donc, la vie, c'est un peu comme un miroir. Comme je disais tout à l'heure aussi, le résultat de ce que vous vivez n'est que la somme de vos intentions. Donc, la vie, c'est le reflet de ce que j'ai mis comme intention. Donc, à partir du moment où je fais confiance à la vie, je sais que si j'arrive à comprendre que je suis dans une posture plutôt défensive, etc., et que je sais switcher du coup dans quelque chose de constructif, etc., et que je me mets vraiment en accord avec la vie, bien à ce moment-là, je construis et puis avec cette intention, je vais créer une réalité. Hein, aussi bien consciemment par mes actes, mes décisions ici et maintenant dans ce monde matériel, que par cette loi d'attraction qui fait que mon alignement, mon état interne va générer des synchronicités, etc. Tout d'un coup, qu'est-ce qui fait que je suis en train d'avancer, puis c'est facile, il y a plein de choses qui se font facilement, etc. Comment ça se fait? Tout d'un coup, c'est facile, j'arrive à tout faire, je me pose même pas de questions. Eh bien, c'est simplement parce que j'ai été capable de ce lâcher prise ultime qui va nous permettre vraiment de vivre, d'avancer voilà, et de continuer à construire toujours d'une manière positive comme on a vu, hein, en lien avec les autres, avec l'entourage, etc., etc., etc. Voilà, voilà. Donc, euh, juste avant qu'on aborde les questions, donc, comme je disais en introduction, ça fait partie donc de cette formation de coach en neurosciences et sensorialité. Donc, le prochain cursus démarre le 15. Je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui sont déjà inscrits ou qui sont sur le point de s'inscrire. Donc là, c'est vraiment une formation. On va beaucoup insister sur cette pratique, comme je vous l'ai dit, parce que tout ce qui est le questionnement, la fluidité, la présence à l'autre, à ce qui se passe, etc., c'est de la pratique et encore de la pratique. Donc, on insiste énormément dessus. Vous avez des outils que vous ne retrouverez pas ailleurs. Donc, bien sûr, c'est Neurosciences de Jacques Fradin, qui pour moi a vraiment mis au point un outil, un modèle magnifique qui permet, moi, j'ai dû former avec à ces outils en 2008, 2009. Et voilà, je continue toujours et je trouve ça toujours aussi magnifique. Avec cette neurosocialité aussi qu'on a rajouté avec Samy, parce que Fradin, lui, s'occupe plutôt du cognitif et du comportemental, mais on a pensé qu'il y avait beaucoup de choses à aller chercher dans le corps et c'est ce qu'on a créé. C'est pour ça qu'on a créé cette approche neurosensorielle. Plus bien entendu les fondamentaux du coaching tels que ICF les préconise. Donc, un accompagnement basé sur l'humain, comme je disais, bienveillant avec la personne, impitoyable avec son problème. Je suis le référent de cette formation, c'est-à-dire que régulièrement, il y a des personnes avec lesquelles je vais avoir, je vais les prendre en coaching pendant 1 heure quand elles vont avoir des problèmes, des prises de conscience douloureuses par moment, etc. Parce que c'est une formation dont vous ne ressortez pas indemne. C'est avant tout travailler sur soi, développer son propre leadership personnel pour ensuite pouvoir aussi mieux accompagner l'autre. Donc voilà tout ce que tout ce que je voulais vous dire, tout ce que j'avais prévu. Je vous avais dit que ça prendrait 1 heure à peu près. Voilà, malgré la coupure de courant, on est resté dans le timing. Maintenant, question time. Vous avez peut-être des questions, vous avez peut-être des choses à partager, des commentaires à faire. Oui, Lanto?
Oui, bonjour à tous. Je voulais savoir comment faire pour ne pas se laisser déborder par ses émotions lors du coaching. Comme moi, par exemple, qui suis entre guillemets hypersensible, j'ai peur de me laisser envahir en fait par ce que je vais apprendre du coaché. Alors, il y a un truc qui est génial, c'est que on a des TDA qui arrivent, enfin, qui peuvent venir suivre notre formation ou qui sont vraiment hypersensibles dans cette hypersensibilité émotionnelle. Et là, dans le dernier cursus, ils ont créé un groupe où ils partagent des choses par rapport aux outils qu'ils vont apprendre. Et j'ai bien aimé cette notion de remplacer l'empathie par la Mhm. compassion. Et là, c'est un peu comment je vais être capable de prendre du recul par rapport à ce que la personne en face de moi est en train de vivre. Si je suis dans l'apathie, je ressens tout ce qu'elle ressent, effectivement, ça va me déborder, etc. Ça va être difficile. Alors que si je prends du recul et que je me dis, cette personne est en souffrance, voilà, que je le regarde différemment, que je lui envoie toute ma compassion, parce qu'effectivement, si on reprend le Mhm. Ho'oponopono, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, elle est comme ça. Moi, je suis là, et je suis dans la compassion, je suis là pour l'accompagner, mais par contre, je vais pas tout me prendre sur le dos. Donc, Mhm. remplacer D'accord. l'empathie par la compassion. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, tout à Oui, fait. Oui, oui, ouais, oui, ouais, ouais. exactement. Je suis en train de travailler ça justement. Ouais, ouais, je trouvais ça très intéressant de cette notion Exactement. Ouais, ouais. d'être capable de pouvoir prendre du recul par rapport à ça. Ouais. C'est ça. C'est le beau mot, je trouve, le recul. Oui, Ouais, ouais. Ah oui, oui, exactement. absolument, Ouais, ouais. absolument. De toute façon, c'est encore une fois la base de tout, hein. Cerveau adaptatif, c'est d'abord, je suis capable de prendre du recul. Après, je C'est regarde les ça. choses différemment, mais sans être impliqué par mon Submergé. automatique, submergé, etc. Oui, absolument. Exactement. Merci. Mais merci pour ta question. Autre question, autre commentaire, autre partage? Oui, Ibrahima. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est tout juste pour remercier Olivier. Je suis du cursus 11. Nous sommes en formation, on compte terminer très tôt. Bientôt, Inch'Allah. En tout cas, j'ai appris beaucoup de trucs au niveau de cette formation-là. D'abord, comme il l'a dit, cette formation-là, elle te permet de grandir toi-même avant de pouvoir aider les autres. Donc, on a beaucoup appris, on a passé de très bons moments. Ça a façonné notre personnalité. En tout cas, si était à un niveau 2 ou 3 côté personnalité, maintenant, on peut dire que nous sommes à 8 si on met l'échelle sur 10. Bon, là, ça nous a beaucoup aidé, hein. Ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a permis d'avoir des relations saines avec notre entourage dans le milieu du travail. Et les gens même te regardent, ils savent que tu as changé, tu as grandi et on a beaucoup plus d'espoir. Et on a foi en l'avenir, on croit en la vie, on sait que ça va marcher, on rêve grand, hein, on rêve grand. Merci Olivier. Et la dream team. Merci Ibrahima. Il y avait Stéphanie au début du webinaire là qui disait avant qu'on commence à enregistrer que depuis qu'elle avait fait NSI, donc les formations de Neurosciences Institute, elle était beaucoup plus calme, même par rapport à cette année 2025 qui promet tout et n'importe quoi. C'est bon, c'était OK. Cette posture préfrontale, en fait, c'est essentiel, hein. C'est vraiment cette capacité à accueillir ce qui se passe et puis à gérer sans être désorienté, bousculé, etc. En restant tout en lucide, absolument. Ben, merci pour ton témoignage. Euh, Olivier, j'arrive Oui, pas à ni lever la main ni mettre ma caméra, donc je suis Marie-Ève. Moi aussi, je suis partie de la formation avec effectivement. Ibrahima. Oui. Et oui, effectivement, je voulais faire un retour. Euh, si vous hésitez, n'hésitez plus. Parce que franchement, non, non, vraiment, parce que franchement, déjà l'équipe, elle est au top. Ils sont tous bienveillants. La Dream Team, elle est fantastique. Toujours à l'écoute, toujours de bons conseils. Les outils qui sont fournis par NSI sont vraiment, vraiment adaptés. Je les trouve vraiment réfléchis. Il faut faire confiance à la pédagogie. Ça nous est dit tout au long du cursus. Et vraiment, moi, je vois un grand changement dans ma manière d'être, dans ma manière d'être professionnelle, dans ma manière d'être, comme l'a dit très justement Ibrahima, on en grandit vraiment. Et il faut vraiment pas hésiter parce que même si aller à la sortie, vous décidez de ne plus être coach pour X ou Y raison, mais honnêtement, ça vous aura changé la vie. Donc, je vous le dis, n'hésitez vraiment pas. Le jeu vraiment en vaut de la chandelle. Hmm.
Ouais. Merci beaucoup, Marie-Ève. Effectivement, hein, c'est d'ailleurs dans les cursus, tout le monde ne cherche pas forcément à être coach, hein. On a 5, 6, 7 personnes qui vont aller jusqu'à la certification ICF, la certification de l'école. Il y en a d'autres qui vont même pas chercher la certification de l'école. Ils sont venus chercher des outils qu'ils vont utiliser pour eux, qu'ils vont utiliser dans leur métier. On a des psys des fois qui vont chercher d'autres outils. On a des managers qui viennent chercher des outils. On a un peu de tout, donc c'est une formation de développement personnel aussi, quoi. Aussi. On se développe soi pour aider les autres à se développer ensuite. Donc c'est important effectivement de le dire, hein. Quoi qu'il arrive, vous en tirez des bénéfices. Et merci à vous deux d'avoir partagé ce sentiment. Hmm, c'est gentil. Avec plaisir. Ouais. D'autres questions, d'autres commentaires, d'autres remarques? Eh ben, c'est un joli préambule déjà, hein, qui m'incite encore plus fortement à faire cette formation au mois de février avec toi, Mhm. vraiment. De là, si tu avais deux lectures à me donner, quelles Deux lectures. seraient-elles? Voilà, deux livres à acheter en priorité. Donc, un de Monsieur Fradin. Je suis en train de regarder sur mon téléphone portable en même temps, c'est pas bien, mais c'est ainsi. Mais c'est très bien pour moi, ça me convient. Voilà, si tu avais deux livres à me conseiller là que je devrais acheter tout de Euh, suite mais il y pour a un autre permettre livre. d'avoir déjà une vision un peu globale. Alors, donc Fradin, ça va être beaucoup sur la technique des neurosciences, etc. Moi, par rapport à tout ce que j'ai pu partager au niveau de l'intention, au niveau de la posture, au niveau de cette posture d'observateur, Transurfing volume 5. Transurfing volume 5. Je crois que ça s'appelle Les pommes tombent dans le ciel. Euh, c'est euh, c'est un magnifique résumé. Il y a cet aspect en lien avec la spiritualité, une compréhension. C'est comme un puzzle qui va permettre vraiment de comprendre plein de choses. Donc, Transurfing volume 5. Euh, ouais. C'est pas parce que j'ai traduit, hein. Sinon, après, pour moi, il y a pas énormément de Non, livres, hein. c'est Donc, savoir des bases, savoir des ouais, ouais. bases. Ouais, ouais, ouais. Par rapport à cette formation, oui. Sinon, il y a aussi les promesses de l'intelligence neurosensorielle, là, qu'on a écrit avec Samy, Oui. qui va aussi amener des choses. Bon, vous allez retrouver pas mal de choses dans la formation. Donc là, oui, les promesses de l'intelligence. Et on a aussi écrit le leadership du cœur, et, où on parle aussi de la même chose. Donc on retrouve des éléments du leadership du cœur dans les promesses de l'intelligence neurosensorielle. Donc à voir, hein. Mais encore une fois, je suis pas en train de dire acheter à tout prix les livres. Non, 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 Personnellement, non, je non, lis peu, hein. Je lis peu. Moi, c'était Conversation avec Dieu, Le pouvoir de l'instant présent, Les ouais. quatre accords Toltec. C'est mes livres de chevet. À côté de ça, je lis très peu. Par contre, il y a ceux que j'ai écrits que je connais bien et qui correspondent forcément à tout ce que je viens de dire, hein, bien entendu, hein. Dans tous les cas, voilà, une heure de belles promesses qui m'ont remis sur ces 30 dernières années de champ d'études. Donc, je suis assez content. Ok. Voilà. J'attends avec impatience de pouvoir démarrer le 15 février, en tous les Allez, cas. dans un mois, hein, un mois, Oui, quasiment, hein. tout à Allez, fait, tout à voilà, fait. dans un mois, on y est. En tous les cas, merci. Ah ben, Merci. avec grand plaisir. Merci pour ton partage aussi. D'autres questions, d'autres commentaires, d'autres partages? Faten? Oui, merci. Bonjour Olivier, ça va? Ça Vous allez... va, tout à fait. Oui. Merci Olivier. Moi, j'ai fait la formation avec toi en 2018 et je pense que c'est maintenant que ça donne ses résultats. Donc, OK. oui, au début de quand vous avez construit le programme avec Samir. Et Mhm. vraiment, c'est top. Moi aussi, j'encourage beaucoup pour ce module, pour cette Mhm. formation. Mhm. Oui, tu avais fait l'atelier qu'on animait avec Samy, qu'on co-animait, c'est ça? C'est ça, la semaine, Ouais. l'atelier de leadership agile. Oui, 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 oui. OK, oui, 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 oui. OK, oui, oui, bah oui. Bon, forcément, tu connais Samy, tu as vu les outils. Et alors, 2018, il a fallu 5 ans, même plus, 6 ans? Oui, ça m'a pris beaucoup de temps. Ouais, ouais, ouais. Bon, en même temps, c'était. J'ai lu le livre Transurfing et voilà. Mhm. OK, ben, c'est le temps qu'il faut pour chacun, hein. Voilà, c'est. Ah ouais. Ben, écoute, l'essentiel, c'est d'en saisir tous les bénéfices, hein. Merci pour ton partage. Merci beaucoup.
Marion, tu voulais poser une question? Tu voulais partager quelque chose? Ouais, bah, je voulais amener mon petit témoignage aussi comme stagiaire étudiante de la formation actuelle. Donc voilà, moi je voulais me servir un peu du coaching, enfin de cette formation pour mon métier dans le conseil, euh, pour apprendre à questionner un peu plus puissamment, on va dire, et pouvoir poser les bonnes questions, etc. Et voilà, cette formation m'a amené, on l'a pas fini encore, hein, mais elle m'a amené ce que j'étais venue chercher, plus une forte connaissance de soi et des perspectives vraiment, comme l'a dit Ibrahima, où on apprend aussi sur soi. Donc c'est hyper intéressant. Et puis non seulement je vais m'en servir dans mon métier de conseil, mais je pense aussi explorer vraiment le métier du coaching voilà, où je n'avais pas forcément envie d'aller avant, mais ça m'a donné envie d'y aller. Donc voilà, tout bénef, quoi. Merci Excellent. Olivier et la Dream Team. Euh, merci Marion, merci beaucoup. D'ailleurs, on a une supervision ce soir, hein. Oui, 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 bah, on y pense, on y pense. On y pense, on y pense. On y pense fort. Super, super. Voilà. Ok. Tiens, je vais, Gerda, tu as mis un petit mot dans le chat, là. Gerda, tu as suivi des formations avec nous, je sais plus. J'ai commencé plein de choses en fait parce que je crois que je ne savais pas où me positionner. Donc Ok. c'était tout au début, j'avais fait, je crois que le leadership du cœur. Et puis à un moment donné, justement, je me suis perdue dans les lectures. J'ai lu beaucoup et pour répondre justement à Thierry, et c'est pour ça que j'ai écrit, bah, parfois il faut juste peut-être se laisser porter et sans vouloir tout comprendre. Parce qu'en fait, quand on est dans la compréhension et dans l'analyse, on rationalise. Or, parfois, c'est, comme tu disais, bah, c'est l'intention, c'est sa posture par rapport à la vie qui est beaucoup plus déterminant que tout le reste, en fait. Et, Hmm, et voilà. Et donc, en fait, moi, j'ai choisi bah, la sécurité, c'est-à-dire tout simplement finir ma carrière d'enseignante. Mais j'ai quand même utilisé des choses que j'ai apprises pendant la formation et j'en suis très reconnaissante par rapport à ça. Parce que bah, justement, on n'est pas seulement passeur de connaissances ces temps-ci. Comment dire, le métier d'enseignant change aussi et donc on est beaucoup aussi dans l'accompagnement et c'est pour ça ce que ta formation, elle est hyper intéressante aussi pour les enseignants. hmm. Voilà. Et puis là, maintenant, j'ai un petit peu plus de temps puisque je suis en retraite. Et donc, Ah, voilà, je suis ravie de te retrouver. Et voilà, je vais prendre le temps pour voir qu'est-ce que je peux en faire dans les années à venir. excellent, excellent. Ben Voilà. voilà, une belle étape alors, ça y est, ça Oui, y est. voilà. Excellent. Voilà, Parfait. voilà. Voilà. Et donc, j'ai vraiment apprécié aussi bah, le fait que, tu vois, là, tu dis, voilà, tout le monde va pas forcément tout Devenir coach. utiliser, voilà, et devenir Mhm. coach parce que ça, il y en a à foison aussi, là maintenant, partout. Et puis, dans tous les métiers. Et en fait, c'est quelque chose qui, euh, enfin, je ne sais pas comment dire, mais moi, j'avais beaucoup de mal, justement, à me retrouver dans cette avalanche ou dans cette vague de de déferlement que nous a permis aussi l'Internet, en fait. Tu vois, et donc je pense que là j'ai suivi un tout petit peu, mais tes outils euh, qui permettent bah, de se centrer sur soi et sur son environnement, ça c'est très bien. Moi, Hmm. et surtout aussi, tu vois, expliciter les choses. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi quand tu dis, bah oui, bah voilà, on n'a pas, enfin, c'est pas une recette miracle où il n'y a pas que ça, mais enfin, en fait, on est un tout, on est un corps et on est un esprit, et les deux doivent fonctionner ensemble, en fait, Hmm, hmm, dans hmm, son environnement, dans un hmm, environnement hmm, donné. Je pense que c'est hmm. important, ça.
Ok, ok, merci, merci, Gerda. Effectivement, tu parlais tout à l'heure de vouloir comprendre et tout, le mental et Oui, tout. Donc là, c'est ce cerveau automatique qui veut à tout prix comprendre, alors que effectivement, des fois, la vérité se trouve dans Samy, j'aime bien, il dit une question ouvre un voyage oui, et par contre, vouloir répondre à la question, c'est arrêter le voyage. Donc mais oui, oui, restez dans la hein, question, restez, tiens, comment ça se fait que, tiens, puis ici, tiens, qu'est-ce qui se fait que, etc. En fait, en faisant ça, on va quelque part déclencher le cerveau adaptatif qui va, lui, réfléchir à tout ça, enfin, qui va aller chercher dans son intuition, dans cet espace des possibles, etc., qui va aller amener des réponses, et puis tout d'un coup, on a les réponses qui arrivent. On n'a pas forcément fait de lien avec le fait qu'on a laissé cette question qu'on s'est posé de manière répétée, mais sans essayer d'y répondre. Mais oui, en tout cas, on a des réponses qui arrivent, effectivement, à partir du moment où on lâche exactement, le mental. exactement, oui, quand on lâche, oui. Ouais, Ouais, ouais. voilà. Chouette, chouette, merci pour ton témoignage. Merci à toi et puis bah, au plaisir de te retrouver. Absolument, tout à fait. Bon, bah, allez, on s'en tient là? C'est OK pour vous? Merci en tout cas pour votre participation. Merci pour ceux qui ont dû partir avant. Maintenant, je comprends. Et bah, au plaisir de la suite, hein. Voilà. Au plaisir de la suite et encore une fois, une merveilleuse année 2025.